Goedenavond allemaal et merci à tous d'être présents. Il me revient, j'ai l'honneur d'introduire ce premier thème qui a déjà été annoncé et c'est dommage parce que j'ai une petite boutade. Une boutade pour dire simplement que dans la vie, il y a deux choses qui sont certaines. Il y en a une, c'est la mort et l'autre, malheureusement, ce sont les impôts. Et ce sera plutôt la seconde qui va nous occuper ici aujourd'hui, à savoir que tous, dans notre vie professionnelle en particulier, nous sommes confrontés au paiement de l'impôt. Alors le paiement de l'impôt qui est nécessaire, bien entendu, parce que c'est ça qui fait fonctionner l'État, qui permet que nos institutions publiques, nos infrastructures puissent tourner. Mais en Belgique, il se trouve qu'on paye beaucoup d'impôts, et en particulier sur le travail. On va revenir sur ce thème-là aussi au niveau du marché du travail. Et donc toute la question est finalement comment évoluer vers un système fiscal qui soit équilibré, qui permette à financer, mais qui en même temps ne soit pas trop élevé, ne décourage pas de travailler. Et en Belgique, c'est un peu le sentiment. Si je prends l'exemple du travail, si je veux donner en tant qu'employeur une augmentation de 100 € net à mon travailleur, il va m'en coûter à peu près 3 fois le prix, à peu près 300 € pour donner cette augmentation de net de 100 en poche. Avec toutes les difficultés qu'on a aussi entre la différence qu'on a, parce qu'on a une protection sociale qui est avancée, entre le fait de ne pas travailler et le fait de travailler. Et donc, nous, au niveau de la FEB, on plaide pour une réelle différentielle entre le fait de ne pas travailler, le fait de travailler. Et ça permet aussi d'avoir un win-win avec le point qu'on a évoqué de pénurie sur le marché du travail. Beaucoup d'entreprises recherchent des talents, n'arrivent pas à les recruter. Et le fait de pouvoir rémunérer correctement ces talents est une manière, bien entendu, de les attirer et de les récompenser justement pour le travail. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais céder la parole tout de suite pour la suite des débats. En aan mijn linkerkant zitten hier voor Jong CD&V Nathalie Lambrecht, Schepen in Deinze, tweede opvolger op de Europese lijst van CD&V. Ja. Pour les jeunes socialistes, Khalil Aouasti, vous êtes député fédéral et vous avez la première place à la liste des suppléants de la liste pour la Chambre à Bruxelles. En Jong N-VA hebben we de voorzitter van Jong N-VA, Jeroen Bergers. En ik heb gelezen dat u de eerste opvolgersplaats heeft op de Kamerlijst. In Vlaams-Brabant. Goed, à chaque fois, on va commencer par moi vous poser une question et vous avez tous 1 minute et demie. Jullie hebben telkens 1 minuut en half om jullie mening, votre point de vue te geven over de vraag die ik jullie ga stellen. En de vraag volgt hierop eigenlijk. Les gens ici pensent que le travail devrait être financièrement plus avantageux, de 1. Et Rodolphe vient d'expliquer que le coût salarial des entreprises est trop élevé. Dus de loonkost is te hoog, tegelijkertijd willen we allemaal meer overhouden. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux points? 1 minuut 30 en ik ga met Nathalie beginnen, want jij zit hier heel mooi naast mij. Oké. Het zal hier vanavond niemand verbazen. Als vertegenwoordiger van Jong CD&V sta ik natuurlijk voluit achter die brede fiscale hervorming. Het is duidelijk, we zijn belastingkampioen. Het is duidelijk, die lasten op arbeid moeten omlaag. Dat is natuurlijk, en het is ergens jammer dat dat hier nog een punt van debat is, dat dat hier vanavond nog aan bod komt. Want het is natuurlijk een plan dat op tafel lag binnen de federale regering. Iedereen was het over eens, die lasten op arbeid moeten omlaag. Maar helaas hebben we toch gezien dat niet alle partijen in staat zijn geweest binnen die federale regering om over hun eigen schaduw daar te stappen. Maar dus die lasten op arbeid moeten naar beneden. Niet alleen voor de mensen, maar het is ook heel duidelijk voor bedrijven. Is het ook een belangrijk element dat die brede fiscale hervorming er komt. Bedrijven hebben nood aan een bepaalde rechtszekerheid. Dat ook fiscaal beleid. Dat is niet meer van deze tijd. Ze willen een bredere visie. En dus voor bedrijven is dat belangrijk in het kader van hun competitiviteit natuurlijk. Maar die competitiviteit, dat is natuurlijk een mix van factoren. Er zijn heel veel verschillende zaken die eraan bijdragen. En laat u dus ook niks wijsmaken. Er is geen zaligmakende oplossing voor de competitiviteit van die bedrijven. Het is niet zo als we bijvoorbeeld automatische index zouden gaan afschaffen, dat de competitiviteit van de bedrijven direct zal geregeld zijn. Voor CD&V en voor ons is het heel duidelijk, we raken niet aan die automatische index. Maar daarnaast gaan we natuurlijk ook, en het is het systeem dat elkaar in stand houdt, gaan we ook niet raken aan die loonnormwet. Voor ons is dat een belangrijk systeem of een belangrijk evenwicht dat in stand moet gehouden worden voor de competitiviteit van uw bedrijven, maar ook voor de sociale rust in ons land. Sociale rust, zowel voor werkgevers als voor werknemers, is dat systeem van belang. En natuurlijk, het lijkt evident, maar het is absoluut geen evidentie. Want zeker als we rondom ons kijken in Frankrijk, hebben we
die hele hesjes gezien, maar dan ook in Duitsland. En vorig jaar gezien, als mensen een bepaalde koopkrachtbescherming worden, zijn ze massaal op straat gekomen. Mensen zijn gaan protesteren. Mensen, We gaan de minuut 30 bijna afronden. Oké. Hebben het land half platgelegd. Dus heel duidelijk voor ons. We maken een keuze voor sociale rust. Een duidelijk systeem. We gaan niet voor opstanden, we gaan niet voor protesten. Duidelijk systeem en sociale rust. Khalil, quel est votre point de vue? Donc, je répète, on a tous 1 minute 30. Après, on a un débat de 5 minutes. Hein? Dus daarna gaan we goed debatteren, kunnen alle argumenten komen. Khalil. Mais je vais d'abord commencer par la question que vous avez posée. Je pense qu'il est normal, et je répondrai la même chose, est-ce que lorsqu'on travaille, on doit gagner plus que si on ne travaille pas? La réponse est oui. La question que j'aimerais poser subsidiaire, ça serait intéressant de faire un autre sondage, c'est est-ce que si on ne travaille pas, on doit être en situation de précarité, de pauvreté? J'aimerais savoir si la réponse serait oui ou serait non. On met la Si question on tout de dit suite. non, oui, mais posons-la, parce que si on dit oui ou si on dit non, à ce moment-là, on répond au sens. Parce qu'à ce moment-là, la question de la précarité, c'est un seuil. C'est un seuil qui est déjà élevé et qui est aussi, lui, défini, le seuil de pauvreté. Et donc la question, c'est le delta entre ce seuil de pauvreté et le revenu du travail. Et donc, ça n'est pas la remise en cause, en réalité, du système des allocations tels qu'ils sont donnés, puisqu'aujourd'hui, le système des allocations est en deçà du système et du seuil de pauvreté. C'est la question du juste travail et de la bonne rémunération, et de l'augmentation, à ce moment-là, du salaire net dont bénéficient l'ensemble des travailleurs pour leur permettre de bénéficier d'un bon pouvoir d'achat. Et là-dessus, on est d'accord. On est d'accord de faire en sorte, finalement, que ce salaire et que les travailleurs puissent être mieux rémunérés. On est d'accord sur le fait d'augmenter ce salaire, de faire en sorte que le revenu finalement médian doive, il y a une directive aujourd'hui européenne qui nous impose normalement que le salaire minimum doit être au revenu médian. C'est quoi le revenu médian à l'horizon 2030? C'est 17 € de l'heure. On en est à 14 € de l'heure, ce qui veut dire qu'on doit encore augmenter le revenu médian horaire pour permettre simplement d'atteindre les normes que nous impose l'Union européenne. Et puis après tout ça, il y a la question de la compétitivité. Mais la question de la compétitivité et la résumer à la question des salaires, c'est aussi faux finalement que de prétendre que les salariés ne participent pas à l'enrichissement des entreprises elles-mêmes. En fait, cette question de la compétitivité, elle est multifactorielle. La question de la compétitivité, c'est la question des prix de l'énergie, c'est la question inflationniste, c'est la question de la recherche et du développement des brevets. Et c'est notamment la question des salaires, mais pas uniquement. C'est la question du salaire confronté finalement à l'augmentation de la productivité elle-même. Or, qu'est-ce qu'on voit en Belgique ces dernières années? On résume. C'est qu'en moyenne, la productivité est supérieure finalement au salaire. Et donc la question du salaire est en réalité, depuis ces dernières années, est moins problématique dans la question de la compétitivité que les autres questions que je vous ai citées. Et donc, oui pour augmenter les salaires, pas de souci, mais non finalement pour encore accentuer la pauvreté. Donc, trouvons un mécanisme ensemble entre salariés et patronat que pour faire ça justement. Oké, merci. Jeroen, wat is jouw standpunt hierover? Ja, allereerst bedankt voor de uitnodiging. In de briefing stond dat dit onderwerp als derde ging behandeld worden. Maar ik ben blij dat we het als eerste behandelen. Je bent er direct Want vanaf. het is, wat ons betreft is dit onderwerp echt de inzet van de verkiezingen. Als we onze welvaart willen garanderen in dit land, dan moeten die belastingen omlaag. We hebben in België de hoogste belastingdruk van heel Europa en het is duidelijk dat het zo niet verder kan. Dus we hebben heel concrete voorstellen. Onder de Zweedse regering waar dat wij in zaten, is het wel gelukt om een financiële hervorming te doen. Toen hebben we de vennootschapsbelasting verlaagd naar 25%. Onderzoek van de KU Leuven wijst uit dat dat 100.000 extra jobs heeft gecreëerd. Wij zijn voorstander van die vennootschapsbelasting verder te verlagen naar 20%. Daarnaast denk ik dat een heel groot probleem in ons land is dat we hebben een progressief belastingstelsel, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, maar je zit veel te rap in de hoogste schuif, je betaalt veel te snel de hoogste belastingen. Dus wij zijn er voorstander van om die progressieve belastingschaal uit te vlakken, zodat het langer duurt voordat je in de hoogste schijf komt. Maar ik denk dat we wel ook realistisch moeten zijn. De budgettaire toestand in ons land die is penibel, die is dramatisch om het zo te zeggen. We hebben ook het grootste begrotingstekort van heel de Europese Unie. En wie Paul Magnet vrijdag in de afspraak heeft zien passeren, die beseft dat als het van de PS afhangt, dat dat begrotingstekort nog gaat verdubbelen de volgende legislatuur als ze de kans krijgen om alle uitgaven, alle cadeautjes die ze willen doen, te doen. Dus ik denk dat we ook heel duidelijk moeten zeggen van kijk, werken moet altijd meer lonen dan thuiszitten. Wie werkt moet €500 netto meer verdienen dan wie thuis zit. En daar zijn een aantal maatregelen voor nodig. Ik denk dat de eerste is dat we de werkloosheid
werkloosheidsuitkering in de tijd moeten beperken. Net zoals alle andere landen ter wereld. Het is absurd dat we het enige land zijn dat dat niet doet. Dus na 2 jaar moet het gedaan zijn met werkloosheidsuitkeringen krijgen. Daarnaast denk ik dat we ook de sociale uitkeringen moeten blokkeren. Die zijn de laatste jaren enorm verhoogd, meer dan de laatste lonen. Ik ga afronden. Dus die moeten we tijdelijk nominaal blokkeren. En ik denk dat het ook nuttig is om daar een plafond te installeren, zodat de sociale uitkeringen nooit meer stijgen dan de laagste lonen. Oké, dankjewel Jeroen. Ik ga naar mijn klok kijken. Het is 56, we hebben 5 minuten, dus tot 19:01. Première question. Khalil, si vous étiez ministre des Finances, peut-être un jour, hein, qu'est-ce que vous feriez pour trouver un accord sur la réforme fiscale qu'on n'a pas eu dans ce gouvernement? La première chose, c'est de faire... En fait, depuis toujours, nous sommes là pour faire des gestes vis-à-vis de tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas avoir une économie qui repose sur un seul pied. L'économie, ce sont effectivement les partenaires économiques, ce sont ceux qui investissent dans l'économie, qui créent de l'emploi, mais c'est aussi les travailleurs qui, par la force de travail, permettent en fait un enrichissement. Vous savez, il y a une philosophie qui dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai coutume de dire l'avenir appartient à ceux dont les travailleurs se lèvent tôt. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui permettent aussi aux entreprises de s'enrichir. Et il ne faut pas l'oublier que cette valeur travail est importante, elle est importante pour tout le monde. Et concrètement, donc, qu'est-ce que vous feriez? Il faut pouvoir augmenter le salaire des gens et il faut pouvoir soutenir en même temps les entreprises. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Dans notre proposition, pour augmenter le salaire et le différentiel salarial, il y a la question effectivement du revenu minimum. Je pense que là, il y a un vrai débat sur le revenu minimum. Si tous ceux qui sont conscients et qui répondent à votre question sont conséquents avec eux-mêmes en disant on ne peut pas précariser certaines personnes, mais on doit faire en sorte que le delta et le travail rémunèrent mieux, il faut pouvoir revoir le revenu minimum à la hausse. Il avait été bloqué pendant trop longtemps et on est en train de le revoir, ça c'est un. Et il faut pouvoir faire une réforme fiscale, et je pense qu'il y avait quelque chose qui était acceptable sur la table pour permettre effectivement d'avoir en fait un salaire poche pour les travailleurs qui soit supérieur. Il y a dans notre programme une possibilité d'améliorer finalement le salaire net des salariés et des travailleurs de 300 € net par mois. 300 € net, c'est un différentiel qui est important lorsqu'on regarde effectivement ce revenu médian. Et ce revenu médian et ce salaire net permettra en fait à chacun de bénéficier d'un pouvoir d'achat complémentaire, parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises et les travailleurs sont alliés au moins sur un seul élément, c'est que 70% du PIB est lié à la consommation intérieure. Donc plus les personnes auront de quoi consommer, plus leur salaire sera important, plus ils soutiendront finalement la croissance et plus ils soutiendront le PIB et donc les entreprises. Oké. Nathalie, werken financieel interessanter maken. Hè? Jullie hebben een aanzet gegeven bij jullie, CD&V. Hè? Stel dat jij minister van Financiën was. Als je er 1 ding moet uithalen, wat zou nu het meest concrete voorstel, middel zijn om dit op te lossen? Ik denk heel concreet om het op te lossen dat we tot de fiscale hervorming komen. Dat begint al voordat je minister van Financiën wordt. Het probleem dat er geweest is dat niet duidelijk genoeg in het regeerakkoord stond. Ik denk het eerste dat we moeten doen als we regeerakkoord schrijven, is dat plan, die blauwdruk van Vincent van Petegem, daar gewoon in zetten. Iedereen is het akkoord. Ik heb heel veel voorstellen van de collega's gehoord, dus het is heel duidelijk. Iedereen is het over eens. Die lasten op arbeid moeten omlaag. Iedereen is het over eens. Het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden. Iedereen is het over eens. We zijn hier bij bedrijven die vragen meer rechtszekerheid. Die hebben nood aan getalenteerde mensen. Dus die mensen moeten zorgen dat ze netto op het eind van de maand meer overhouden. Belastingschijven, dat was een van de zaken. Hè? Zorgen dat minder mensen in de hoogste belastingschijf komen? Geweldig dat N-VA daar ook in meegaat. Dus ik kan alleen maar aanmoedigen wat de collega's zeggen. En ik denk dat we allemaal op dezelfde lijn zitten. Het belangrijkste is nu dat iedereen meegaat in dat plan, dat iedereen daarover stapt en dat we het gaan uitvoeren. Het had al uitgevoerd kunnen zijn, maar... Ja. Jullie zijn de jongeren natuurlijk. Ik ben hier niet met de regering aan het praten, maar Jeroen, afschaffing van de automatische loonindexering. Ja, N-VA is daarvoor, ik vermoed jij ook. Ja, Waarom is dat zo zou dat echt het verschil kunnen maken? Ik denk wat we vooral moeten doen is in tijden van crisis dat er heel veel indexsprongen elkaar opvolgen, dat we naar een netto-index gaan, dat de nettolonen geïndexeerd worden en dat de loonkosten niet stijgen. Maar ik wil graag reageren op wat de collega van CD&V zegt, want het lijkt dat u niks heeft geleerd uit uw Vivaldi-deelname. Als u aan een regeringsproject begint, dan maakt het niet uit of u het in een regeerakkoord zet of niet. Als u belastingen wilt verlagen en u zit in een regering zonder Vlaamse meerderheid, dan komt u van een koude kermis thuis. Dus als CD&V meent dat zij de belastingen willen verlagen, dat zij een financiële hervorming willen doen, dan stel ik voor dat zij de volgende keer respect hebben voor het oordeel van de Vlaamse kiezer die centrumrechts stemt, die
decennia lang al stemt voor belastingen te verlagen en dat ze opnieuw een regering vormen met een Vlaamse meerderheid. Ik denk dat als we dat niet doen en we laten opnieuw Ecolo, PS en die partijen mee onderhandelen over een fiscale hervorming, dan is het enige wat er zal gebeuren belastingen verhogen. Hè. Het enige wat Paul Mayet vorige week in de afspraak heeft gezegd, als er hem wordt gevraagd hoe ga je het begrotingstekort oplossen, dat is belastingen verhogen, meer cadeautjes blijven uitdelen. Er is geen enkele andere insteek, geen enkele besparing die de PS voorstelt. En concreet, zeg jij die automatische loonindexering afschaffen, dat is heiligmakend of niet? Maar ik denk niet dat dat heiligmakend is. Ik denk wat wel heiligmakend is dat we in periodes waar dat er crisis is, dat we naar een systeem gaan van een netto-index, zodat de nettolonen stijgen, maar de loonkosten niet eveneens gigantisch de lucht ingaan. Oké. Om af te ronden, Khalil, oui ou non, supprimer le système d'indexation automatique, j'imagine que non. J'aurais pas besoin d'une minute 30, c'est non. C'est non. En voor CD&V? Nee. Nee, en waarom niet? We gaan de automatische index niet afschaffen. Het is de beste bescherming geweest voor de koopkracht van de mensen tijdens de crisis. Het heeft gezorgd dat consumptie op peil gehouden is en dat we vandaag in Europa een van de hoogste groeivoeten kennen. Dus het is duidelijk een goed systeem geweest. De CD&V houdt eraan vast, ook in een volgende regering. Ja. Je vais peut-être embrayer sur ce qu'a dit ma collègue. Il ne faut pas oublier que pendant la crise Covid, l'indexation des salaires est ce qui a permis à la Belgique d'avoir le taux de croissance le plus élevé de la zone euro. Et donc le soutien finalement, tant à l'indexation des salaires qu'à l'indexation des allocations, a permis de ne pas sombrer dans la précarité, a permis de soutenir finalement cette consommation intérieure dont je parlais jusqu'à présent, a permis de soutenir à travers la consommation intérieure toutes les PME et les TPE et a permis d'avoir le meilleur taux de croissance de la zone euro. Il ne faut pas l'oublier parce que sans ça, on aurait effectivement une contraction du pouvoir d'achat et on aurait peut-être eu pire que mieux pour l'ensemble des PME et des TPE qui dépendaient des allocataires et des travailleurs qui bénéficiaient pendant ce temps de l'indexation automatique des salaires. Oké, merci Khalil, dankjewel Jeroen en dankjewel Nathalie. Die 5 minuten die gaan heel snel. Dit was het eerste thema al, maar het is hier georganiseerd door het VBO. C'est un débat qui est organisé par la FEB. On doit inviter des entrepreneurs, non? Et on a invité des entrepreneurs et même des jeunes entrepreneurs. On a invité 2 jeunes entrepreneurs en ik ben heel blij om de eerste aan jullie voor te stellen. En daarvoor ga ik daar aan tafel zitten. Voilà, voilà. Je bouge un peu, je me mets ici à table. Bonsoir. Bonsoir. Franck Victor Laurent, c'est un très beau nom. Vous êtes un très jeune entrepreneur. Et vous avez quel âge? 24 ans. 24 ans, mais vous avez déjà, il y a déjà Civix, Wequity. Dis-moi, à chaque fois, en 3 phrases, Civix fait quoi? Alors Civix, c'est une ASBL qui tente de reconnecter les jeunes à la politique en organisant des ateliers, en développant des outils digitaux et en organisant des événements. Et Wequity, j'ai fait mes recherches, c'était un peu compliqué à vraiment bien expliquer ce que vous faites. Alors Wequity utilise de l'IA pour automatiser des questionnaires et des due diligence. On est aujourd'hui une quinzaine basée à Bruxelles, on a levé à peu près 2 millions d'euros. Vous êtes là parce que là maintenant vous dirigez une très belle PME. Je pense que vous êtes confronté à certaines problématiques. Vous êtes là en fait pour demander aux jeunes politiques, vous expliquer quelle est votre problématique et quelles pourraient être les solutions. C'est quoi votre problématique? Alors aujourd'hui, ma problématique est la question de la prévisibilité fiscale et budgétaire. Alors je vais vous donner 2 exemples pour que ça soit un peu plus parlant. Le premier, c'est la question des droits d'auteur. Évidemment, on est une équipe de développeurs. Vous vous en doutez, la question des droits d'auteur nous a impactés. Je ne vais pas questionner ici la question de réduire les niches fiscales. Je ne suis pas du tout dans ce débat-là. Je pense que voilà, le gouvernement a ses raisons là-dessus. Ma question est plutôt autour de la prévisibilité. De notre cas, on a été affecté par l'indexation, évidemment, donc on était déjà à plus de 10%, plus les droits d'auteur pour une équipe majoritairement de développeurs. Fin de l'année passée, tout d'un coup, on a des questions de la fin des droits d'auteur potentiels. On s'adresse à des avocats qui nous disent on n'est pas sûr, on paye des milliers d'euros en frais d'avocat pour potentiellement faire appel au service de décision anticipée. Tout ça, évidemment, des coûts. Et ça a eu comme impact que notre payroll a augmenté de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire pour une PME comme nous? Sauf si on fait plus de 30% de chiffre d'affaires en un temps très très limité, ça veut dire des licenciements. Donc ça, c'est le premier exemple. Et pour vous donner une petite anecdote là-dessus, on voulait par exemple appliquer le budget mobilité qui avait été proposé. Le budget mobilité n'est applicable que si vous avez une société, une voiture en leasing au moins dans la société. Tout le monde au bureau venait en vélo. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas appliquer le budget mobilité, sauf si on prenait une voiture en leasing juste pour 1 an. Ça, c'est mon premier exemple. Le deuxième exemple, c'est au niveau des
des subsides liés aux foires internationales. Je pense que vous avez sans doute entendu à Bruxelles, voilà, ça fait pas mal de bruit. Les foires internationales pour une start-up comme la nôtre, c'est très très important. La dernière fois où j'ai été à Helsinki, nous a rapporté 10 gros clients, donc 10 PME, 10 grosses sociétés internationales qui après sont devenues clients. Ce type de foire nous coûte plusieurs milliers d'euros d'investissement, non seulement en temps, en investissement sur place, en frais de voyage, etc. Et tout ça a été pris en charge par notre société. Pourquoi ? Parce que on s'attendait à avoir un certain pourcentage de subsides. Donc j'ai passé des heures personnellement dessus, j'ai dépensé des milliers d'euros pour faire ceci, et au moment où je clique sur le bouton sur la plateforme pour cliquer soumettre, il est mis votre dossier n'est pas soumis, il y a une erreur. J'appelle le service technique, qu'est-ce qu'ils me disent ? Désolé, la ministre a décidé ce matin d'annuler de manière rétroactive ces subsides. Et ça, c'est pas uniquement pour une seule foire. On avait postulé pour plein de foires à l'avance, donc c'est une semaine avant une foire, on doit changer tout notre planning et on doit adapter tout ça. Alors ma question est la suivante. En prenant en compte que la prévisibilité budgétaire est essentielle pour nos PME, que pensez-vous que nous devrions faire pour renforcer la prévisibilité fiscale, mais surtout la sécurité juridique de ce type de décision fiscale ? Ok, et on a 3 minutes et je propose je pose la question à un francophone et un néerlandophone, un 50-50. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre ? Oui, Ismaël. Oui, ça tombe très bien parce qu'en fait, ce que j'avais écrit sur mon petit papier pour répondre à la question suivante, c'est la question de la confiance. Et la confiance, elle mène à la stabilité. C'est souvent ce que je dis quand j'interviens devant des entreprises et des entrepreneurs. Aujourd'hui, malheureusement, entre le politique, les pouvoirs publics et le privé, il y a une méfiance. Parce que le public croit que le privé va essayer de l'arnaquer et inversement. Aujourd'hui, je pense qu'il est primordial qu'on soit capable de revenir au-delà des grandes décisions dogmatiques à de la confiance entre les acteurs, entre les politiques eux-mêmes, et puis entre les politiques, les entrepreneurs et les corps intermédiaires que sont la FEB, les syndicats, etc. Et donc aujourd'hui, si on n'est pas capable de mettre en place cette confiance, on ne saura pas mettre en place la stabilité qui vient derrière. Et donc c'est ce que je disais, moi, j'y reviendrai plus tard sur l'énergie. On a absolument besoin aujourd'hui, pour tous les entrepreneurs, mais pour tout le reste de la société, d'avoir une prévisibilité sur 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'on pourrait se dire que parce qu'on a des gouvernements qui sont faits de majorités qui se ressemblent de coup en coup, finalement, on ne va pas tout détricoter et tout recommencer. Mais l'enjeu qu'il y a eu sur les droits d'auteur, c'est que même dans le travail législatif, on a eu des présidents de partis qui sont sortis comme des tireurs d'élite pour dire non, vous inquiétez pas, il ne se passera rien, si en fait ça va aller, pas de stress et tout ça. Et puis finalement, aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est que le service des décisions anticipées du SPF Finance, il rend des décisions qui sont plutôt négatives pour les entrepreneurs. Et donc ce dont on a besoin et ce qu'on a besoin absolument de remettre en place, c'est de la confiance. Et ça, on pourra y arriver seulement en remettant les acteurs autour de la table et en ayant un État qui ne soit pas un État qui soit là pour diriger, compresser et mettre la pression, mais pour être un médiateur, un tiers intermédiaire, comme il l'a été il y a des décennies pour la sécurité sociale. C'est ça qu'on doit remettre sur les rails, un État qui contrôle, qui régule et qui aide à trouver des consensus. La confiance. Is er een Nederlandstalige partijvoorzitter die iets wilt zeggen? Gaan we het hier... un francophone. Tout le monde est d'accord? Sinon, on passe au deuxième sujet. C'était une réponse à votre question ou pas vraiment? Oui, tout à fait. Ok. Je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses, mais je voulais quand même partager un peu ce témoignage parce que souvent, je trouve qu'il y a une déconnexion avec la réalité des PME. Dans notre cas, c'est en fait quelques milliers d'euros, ça représente un gros budget. Et peut-être pas pour des grosses sociétés. Et donc, je trouvais ça important de partager ce témoignage. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir posé la question. Merci Ismaël pour la réponse.